moitié du bâtiment est tombée. C'est vrai que moi je suis arrivé à la ferme en me disant cool, c'est l'occasion, attention maintenant on n'a plus le choix. Et en fait, moi, c'est pas que j'étais content du truc, mais j'avais envie de rentrer dedans à fond quoi. Moi j'étais défait ce jour-là. J'avais pas du tout envisagé ce verre d'eau aussi plein que Vincent. Quand j'écoute les infos ces jours-ci, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Vous pensez que c'est grâce à la compétition et à la lutte pour la survie des plus forts qu'on s'en est sorti par le passé ? Vous pensez que c'est ça qui nous attend dans le futur ? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Dans Symbiose, le podcast avec un S, on va partir à la rencontre de binômes inspirants qui font vivre des collaborations mutuellement bénéfiques. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, on va donc à la ferme, à la rencontre de Dimitri et Vincent, un binôme encore une fois très complémentaire. Ils vont nous expliquer quelles consignes ils donnent à leurs employés quand ils ne sont pas d'accord tous les deux, comment ils font pour partir en vacances alors qu'ils sont éleveurs et beaucoup d'autres recettes qui font un bon binôme. Je vous laisse les découvrir et j'espère que vous aurez de bonnes surprises à l'écoute de cet épisode. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour quelques recommandations complémentaires. Bonne écoute! Eh ben bonjour, bienvenue dans Symbiose. Aujourd'hui, on est dans le Piémont-Cévenol, c'est ça ? Exactement. Donc on est à la ferme de Bagneloux avec Dimitri et Vincent. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun à votre tour vous présenter ? Alors moi c'est Dimitri, j'ai bientôt 40 ans. Je suis exploitant agricole depuis 5 ans. Donc on a monté cette ferme avec Vincent à partir de 2019. On est donc dans notre 6e saison laitière puisqu'on fait 2 ateliers principaux, des brebis laitières pour la transformation fromagère qu'on fait ici à la ferme et des poules pondeuses. Et moi c'est Vincent, donc je suis l'associé de Dimitri, on a monté ce projet ensemble. J'ai 40 ans. Passé. J'ai un enfant de 10 ans bientôt. Et voilà, depuis donc 6 ans, je travaille avec Dimitri dans cette ferme. Comment vous vous êtes connus tous les deux ? On est copains de promo. On s'est connus en école d'agro il y a plus de 15 ans de ça, sur les bancs de l'école, donc à Paris. On a fait l'agro Paris. Et on a eu nos expériences professionnelles après le diplôme, chacun de notre côté, dans des domaines qui n'avaient rien à voir. On ne s'est jamais perdu de vue et on s'est retrouvés un peu plus tard sur un projet commun qu'on voulait avec plus de sens, plus de concret. Je reviens sur le déclencheur du fait que vous vous installiez ensemble. Comment tu t'en souviens, toi ? Est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé, ce qui vous a amené à ça ? Ouais, moi je m'en souviens très précisément. Moi j'avais volonté de changer un peu de cadre professionnel et si possible de monter un projet productif. Et j'avais à ce moment-là une petite opportunité de reprise de terrain dans ma famille, d'une exploitation agricole qui était un peu sur la fin. Voilà, donc ça c'était mon état initial. Et puis Dimitri, mais peut-être que je le laisserai développer, avait aussi par ailleurs un autre projet, pas dans le même coin, pas sur la même chose, mais pareil, de vouloir monter un projet un peu rural. C'était dans l'Aveyron et en fait, je laisserai peut-être décrire un peu plus, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a invités un week-end avec quelques copains pour brainstormer sur quoi faire, comment, quand, sur ce lieu et pour un peu vivre l'endroit. Et en fait, suite à ce week-end, moi j'ai amené aussi ma proposition de projet. Et à la suite de ces échanges, en fait, qu'on a décidé de joindre en fait les deux projets qui étaient pas les mêmes et qui étaient ni l'un ni l'autre celui qui l'est aujourd'hui. Ok. C'était quoi ton projet initial, Dimitri ? En fait, la maison de mes grands-parents était en vente à ce moment-là. C'est une belle maison dans laquelle j'ai plein de souvenirs d'enfance et qui est vachement bien placée dans un très très beau village qui a beaucoup de charme et auquel j'étais très attaché. Ça s'appelle comment ? Najac, Ok. dans l'Aveyron.
pas loin de Villefranche-de-Rouergue. Voilà, je voulais racheter cette maison à ma tante et à ma mère et faire un projet un peu fumeux, hein. Je me rends compte maintenant, c'est pour ça que j'avais invité plein de copains pour essayer de m'aider à ficeler un peu un projet. C'était plutôt branché sur de l'accueil en milieu rural, accueil culturel et chambre d'hôtes peut-être, restauration et puis un peu de culture là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas de terrain attenant, quoi. Donc pas de projet agricole, même si ça me trottait un peu dans la tête. Quand Vincent m'a parlé d'agriculture, je me suis dit, bah oui, en fait, je m'accroche à ce lieu alors que ce serait quand même l'agriculture qui me plairait le plus de pratiquer. Puis j'ai jamais réussi, vraiment, ma famille était pas très, voyait pas ça avec un grand enthousiasme, hein, de réinvestir cette maison. Et moi, j'avais pas réussi à ficeler un projet viable, quoi. D'accord. Donc vous vous êtes retrouvés du coup, c'était en 2019, t'as dit ? Avant Ouais. 2017 même. 2017, ouais. Donc en 2017, vous faites ce week-end dans l'Aveyron à Najac. Qu'est-ce qui vous amène en 2019 à ouvrir la ferme ? Et bien alors, entre-temps, on a commencé à travailler sur ce projet initial que j'avais sur des terrains familiaux, on va dire. On a travaillé quand même quelques mois dessus, jusqu'à ce que finalement, on ne s'entende pas pareil avec mes oncles, les tantes et tout ça. Et donc, ce projet s'arrête. Mais les quelques mois à bosser dessus nous avaient quand même donné envie de vraiment aller au bout d'un projet de ce type. Et donc, on s'est mis à chercher un nouvel endroit dans le coin, parce que moi, j'étais déjà installé. Et ensuite, travailler en fonction un peu de l'endroit qu'on allait trouver, différentes productions possibles. Ok. Donc on n'était pas arrêté au départ sur des fromages de brebis et des œufs. Il y avait plein d'autres options possibles. Et donc pendant 2 ans, on a travaillé sur différents lieux sur lesquels on s'est emballé à chaque fois et finalement qui n'ont pas marché. Et sur finalement différents projets possible. Et au bout de 2 ans, je pense qu'il y avait une question aussi de temps, ça commençait à presser un peu. On avait chacun arrêté nos travails depuis bientôt 2 ans. La perspective de nouveau avoir un salaire commençait à être un peu prégnante. Et donc on a un peu accéléré, on a eu cette opportunité ici de trouver une parcelle qui remplissait pas forcément 100% des critères, mais qui nous permettait quand même de démarrer. Et donc à un moment donné, on a dit banco. Et puis on a acheté la parcelle et puis on s'est un peu jeté à l'eau. Est-ce que, Dimitri, tu peux décrire un peu la ferme pour les gens qui y sont jamais venus ? Le siège d'exploitation, enfin les parcelles qui accueillent les bâtiments, ça fait 3,5 hectares. Donc c'est quasiment tout ce qu'on a en propriété. Et ensuite, il y a les 2 ateliers qui sont répartis sur ce terrain. Une grande bergerie avec la fromagerie attenante. Un autre tunnel de stockage pour les réserves de foin. Et sur la partie poule pondeuse, on a 3 poulaillers et un bâtiment technique qui va avec pour l'emballage des œufs. La grande qualité de ce terrain, c'est qu'on est en pleine forêt, en bordure de bois. Donc, dans ce climat méditerranéen, c'est quand même très agréable d'avoir de l'ombre, d'avoir un petit écosystème sympa autour de la maison. Parce qu'il y a aussi une maison d'habitation qui était initialement là sur le terrain et qu'on a réhabilité petit à petit pour en faire la maison de la ferme. C'est la maison où on enregistre aujourd'hui. Comment vous fonctionnez tous les deux ? Vous avez une répartition des tâches ? Il y en a un qui fait plus les poules, l'autre plus les brebis. J'ai vu que vous aviez des employés aussi sur la ferme. Donc comment vous vous organisez tous les deux dans votre collaboration ? Alors au début, il n'y avait pas trop de répartition dans le marbre. Moi, c'est les poules, toi, c'est les brebis. Peut-être j'avais un peu plus d'affinité sur l'atelier fromagerie. C'était un truc j'adore le fromage et j'avais vraiment envie d'emmener ça. Donc je fais plutôt un peu plus de fromagerie que Vincent. Mais après, on est polyvalent sur toutes les tâches techniques. C'est-à-dire que si je pars en vacances ou qu'il part en vacances, l'autre gère la ferme d'un bout à l'autre. Et ça vous arrive, excuse-moi je te coupe, mais ça vous arrive de partir en vacances ? C'est compliqué de partir en vacances quand on est agriculteur avec des animaux, donc ça me paraît important de poser la question. Alors justement, le fait d'être à 2 et d'être pas marié, effectivement. Moi, je veux continuer à prendre des vacances, Vincent, donc ne le prends pas comme une demande en mariage. Mais effectivement, c'était un parti pris dès le début du projet, de pouvoir organiser nos vies avec des vacances, avec une vie à côté, puisque déjà, on n'est pas ni l'un ni l'autre fils d'agriculteurs, on a plutôt travaillé dans des bureaux, donc on savait que démarrer sur une activité avec forte astreinte, création depuis zéro, ça allait déjà nous prendre énormément de temps, sur nos vies privées, nos vies de famille, et donc on a tout de suite pris le parti de s'organiser pour pouvoir justement prendre des congés et du temps en dehors du boulot. Donc ça veut dire effectivement avoir assez rapidement des salariés pour être un peu en nombre, c'est-à-dire que quand il y en a un qui part, on passe de 5 à 4 personnes, mais pas de 2 à 1. Donc ça se répartit sur les autres. Et puis d'être chacun polyvalent sur l'ensemble des tâches de la ferme, c'est-à-dire qu'on peut tous les deux tout faire, même
Les salariés aussi sont formés sur tout pour être quasiment indépendants aussi, si même nous deux on n'est pas là, ce qui arrive aussi. Et ce qui nous permet on va dire relativement de pouvoir prendre quand même régulièrement des vacances. Alors même si on travaille aussi de temps en temps les week-ends, on remplace tout ça. En nombre de jours de congés effectif brut, c'est pas génial non plus. Moi, j'ai un enfant, je prends à peu près une semaine pleine par vacances scolaires, 2 semaines l'été. C'est pas gigantesque, mais je pense que c'est pas dans chaque ferme la même chose. Non, c'est clair. Et du coup, tu voulais continuer à nous expliquer comment Oui, vous sur la répartition des répartissez tâches. les Ensuite, Vincent, il habite à Montpellier. Et Montpellier, c'est aussi notre plus gros marché. Ce qui fait qu'il s'occupe beaucoup des livraisons et également de l'administratif. Beaucoup de paperasse que je ne vois jamais. D'accord. Administratif, financier, tout ça, c'est plutôt toi, du coup. Vincent. Ouais, c'est vrai qu'on prend en charge nous-mêmes la compta. Ce qui est un poste important. Tout ce qui est finalement RH aussi, parce qu'il y a des bulletins de paye, des fiches de paye, des salaires à payer. On est quand même beaucoup sollicité par de nombreuses démarches administratives un peu récurrentes. Et ça, du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir une activité qui n'est pas 100% liée à la production sur place et de pouvoir pas trop subir le fait de ne pas être d'habiter sur place. Voilà. Donc, mes transports permettent de faire des livraisons et des marchés, donc c'est pas à perte. Et de temps en temps, je peux aussi travailler de chez moi pour éviter quelques trajets. Et donc, cet équilibre s'est fait un peu petit à petit parce que c'est en augmentant un peu le volume d'activité qu'on a pu aussi se dégager un peu des postes. Donc, même si on peut chacun tout faire, petit à petit, avec les affinités dont parlait Dimitri, plus les contraintes un peu de chacun, se répartissent quand même le reste des tâches entre nous. Vous parlez tous les jours, j'imagine Ouais. Oh, y a Alors, quand l'autre est en vacances, on essaye d'éviter sauf sujet grave, urgent ou un outil vraiment qu'on retrouve pas. On évite. Je ne trouve plus le tracteur. On évite d'appeler l'autre, Et puis bon, pareil, quand on est à distance, séparé, on s'envoie des messages pour régler quelques trucs. Mais il y a aussi des fois où on laisse l'autre tranquille et on voit ça le lendemain quand on se voit, quoi. Ouais, ok. Ça vous arrive de parler d'autre chose que de la ferme, ou quand vous voyez, vous parlez que de la ferme? C'est pas si souvent qu'on parle d'autre chose que de la ferme, quand même. Ok. Ça prend déjà beaucoup de place. Et je vois même quand des fois on se retrouve dans des soirées tous les deux, ça peut nous arriver finalement de nous retrouver à parler parce que c'est nos sujets quand même très, très récurrents. Et puis, moi je suis assez passionné dans ça, donc j'ai envie d'en parler. Quand même, avec le temps qui est passé, on a chacun aussi nos vies qui sont un peu disjointes finalement, ce qui est plutôt sain. Et du coup, on a un peu chacun aussi nos actualités, nos trucs, nos machins. Donc on se raconte nos week-ends. Hein. Dimitri, qu'est-ce que tu gagnes de l'association avec Vincent sur ce projet? Vincent a déjà évoqué tous les avantages très pratiques en termes de temps, de travail et de temps de loisir. Après, travailler à deux, c'est aussi avoir 2 fois plus d'idées et de trouver plus rapidement des solutions aux problèmes. Si j'étais tout seul à tergiverser et à me poser des questions dans ma tête, je mettrais plus de temps à trancher ou je n'oserais pas. Il y a aussi un aspect, je trouve, c'est l'énergie. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie, ce genre de projet, parce qu'il faut le travail demande de l'énergie et aussi motiver l'équipe. Ça demande, il y a un effet d'entraînement un peu nécessaire. Il faut que tu sois positif ou en tout cas en forme. Il faut être dynamique. Un peu en fonction de l'énergie qu'on y apporte, ça répond plus ou moins et ça entraîne les autres aussi à être dans une dynamique un peu d'énergie, de positif. Et ça, constant et stable sur du long terme, c'est pas évident. C'est-à-dire que on a tous nos périodes où on est un peu plus fatigué, un peu moins d'énergie et tout ça. Et le fait d'être deux, je trouve qu'on arrive assez bien à se passer le relais. Des fois, il y en a un qui est un peu plus fatigué, qui a d'autres soucis par ailleurs, et l'autre peut prendre un peu le relais. Et moi, je sais que c'est très important de pouvoir me reposer en confiance sur Dimitri. J'ai 100% confiance quand je suis pas là ou quand je fais autre chose ou tout ça. Et ça me permet c'est trop à gérer tout seul. Trop de choses. Ce serait pas possible vraiment en termes de charge mentale. Et à deux, finalement, ça permet de se partager et d'être entraîné par l'énergie de l'autre. Tout à l'heure, ça s'est concrétisé où il y avait un peu de travail à trouver pour cet après-midi parce qu'on avait des copains venus pour aider. Moi, j'étais pas très bien et j'ai dit, moi, j'ai du mal à enclencher, à réfléchir à un chantier, à lancer un truc. Je manquais d'énergie, clairement. J'étais un peu malade, Et Vincent l'a fait, quoi. C'est très bien de pouvoir effectivement, de temps en temps, et même régulièrement, s'appuyer sur l'autre, quoi. Ouais, ça fait écho, je trouve, à la parentalité vachement. Au fait que des fois, t'en as un des deux qui est fatigué et tu dis...
Moi, j'ai pas d'enfant à moi, donc c'est peut-être un peu abusif, mais la ferme, c'est quand même un peu mon bébé, notre bébé, quoi. Et ça prend la tête. Je suis mal placé pour en parler, mais autant que l'éducation d'un enfant, mais j'ai aucun doute sur le sujet. Ça recouvre plein de sujets très, très différents, et puis beaucoup de charges mentales comme un gamin. Ouais, c'est marrant. J'aurais pas fait l'analogie avant, mais ça ressemble vachement au final. Ah, c'est quand même plus facile, les enfants. Alors, je sais pas, j'ai jamais eu de ferme. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que pendant 2 ans, vous avez cherché un peu un projet qui allait se concrétiser. Donc, c'est déjà une première forme de difficulté. Est-ce qu'il y a une difficulté où ça a été très utile pour vous d'être en binôme avec l'autre 2 ans, finalement, c'est long. Et ça aurait été très difficile pour moi de persévérer si longtemps. On perd vite le sens du concret, on s'emballe, on a des déceptions. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a l'autre qui a une autre option. Ça permet de se relancer mutuellement. Donc ça, je me souviens qu'effectivement, il y a des moments où je me dis, c'est pas que c'est mauvais choix, mais là, on n'y arrive pas. Ça fait 1 an et demi. Est-ce que vraiment c'est possible ici, comme on veut le faire? Est-ce qu'on cherche pas le mouton à 5 pattes? Et finalement, voilà, le fait d'avoir été 2 à ce moment-là, pour se remotiver, pour échanger, pour pas être seul, ça a été vraiment une nécessité. Sinon, c'est sûr qu'on serait pas allé au bout. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit, purée, là, c'est vraiment, on est dans le dur? Moi, j'en retiens un. Au tout début de l'installation, on avait acheté le terrain. C'était un peu un pari parce que, comme disait Vincent, ça cochait pas 100% des cases pour une installation en élevage. On avait notamment un gros écueil devant nous, c'était l'accès à l'eau. Parce qu'on est sur un forage ici, on n'a pas l'eau courante. On devait faire des démarches avec l'ARS pour homologuer le forage pour notre production fromagère. Et ça a été un gros chantier. On a d'abord eu un avis négatif de l'ARS, ce qui fait qu'on avait acheté le terrain et tout tombait à l'eau, sans mauvais jeu de mots. Voilà, à ce moment-là, moi, je me souviens que j'étais parti en vacances 1 semaine et je m'étais dit, mais on va jamais y arriver. Ouais. Alors, c'était pas très grave, on s'était pas endetté plus que ça à l'achat du terrain, donc c'était encore réversible, mais tout tombait à l'eau une fois de plus, quoi. Après les multiples échecs sur d'autres acquisitions de terrain, quoi. Et vous êtes sorti de ça comment? Vincent, il y a ce côté fonceur et optimiste qui me manque souvent. Et il continuait d'y croire et il s'est vachement accroché pour remuer un peu les... Il a monté jusqu'au préfet, enfin le préfet, non, au député, on était allé voir Ah ouais. président de la SAFER. Enfin, on est allé, on a un peu forcé la main. Pour moi, j'avais on a l'impression insisté. qu'on était dans notre bon droit. On n'a pas fait l'impression d'être dans le droit chemin et qu'il fallait juste pousser fort, quoi. A posteriori, j'entends beaucoup de choses comme ça sur tous les projets d'installation, alors que ça devrait vraiment ne pas exister. C'est des blocages qu'on nous met qui sont compliqués à contourner. Et si on n'avait pas été déjà 2, ensuite pas trop mauvais dans monter des dossiers, communiquer et avec quand même un peu un réseau, c'est-à-dire que c'était des gens à qui on avait eu accès à ce moment-là, qui ont permis à un moment donné de passer le bon coup de fil pour dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Effectivement, c'était un service où le gars qui s'en occupait, il était parti en vacances, c'est son collègue qui avait repris, qui avait regardé ça de travers, et finalement qui a dit oh ben non, sans même connaître l'endroit, et c'était parti pour tout mettre à zéro. Une somme de travail importante et d'espoir aussi. Je parlais de Dimitri, me disait que c'était un peu mes qualités, c'est un peu mes défauts aussi, c'est-à-dire que j'ai tendance à des fois m'enferrer en me disant que c'est pas possible que ce soit pas possible. Voilà. Et du coup, des fois ça ne l'est pas, et là ça peut être un peu des échecs parce que j'ai passé trop d'énergie ou trop de trucs. Et toi, t'arrives à le canaliser dans ces cas-là ou pas? Ou il est incanalisable? Des fois, je le regarde faire et je me mets en retrait. Parce que c'est pas mon tempérament d'aller rappeler, laisser des messages et je me décourage un peu plus vite et je le laisse faire. Voilà. Bon, des fois, il peut aller un poil trop loin ou se retrouver dans une situation pas commode. Mais bon, voilà. Il est grand et souvent ça paye, alors je dis rien, quoi. Ok, d'accord. Non, mais après tu me canalises peut-être sans trop le savoir parce qu'on a quand même un équilibre à trouver entre nous deux. Et concrètement, je trouve que la manière dont moi j'adapte aussi ma manière de faire, en fait que ça soit compatible avec ton caractère, fait que c'est mieux en fait, parce que ça évite que ça soit dans l'excès. Dans l'urgence. Dans l'urgence, je peux être même un peu agressif, ce qui de temps en temps est utile. Et à d'autres peut être complètement contre-productif et même faire perdre ce qui est arrivé d'ailleurs des fois, faire perdre des choses parce que j'ai défendu un peu trop. Pour le coup, c'était une fois où il valait mieux se la fermer. Donc ça permet quand même de trouver un juste milieu qui est vraiment bien.
Et si je pousse un peu, Dimitri a dit que tu étais fonceur. Quelle qualité tu sortirais pour parler de lui ? Qu'est-ce qu'il apporte, lui, de son côté ? Alors, une rigueur très forte, c'est-à-dire un sérieux, précision des choses que moi, j'ai pas forcément, parce que des fois, je préfère aller faire un peu... pas vite et mal, mais vite et moins bien que consciencieusement et peut-être un peu plus lentement, mais mieux. Ça, c'est Dimitri, il apporte énormément à la ferme là-dessus, parce qu'il y a une très grande partie des choses qui nécessitent d'être précis, qu'il y ait peu d'erreurs. La plupart des grosses erreurs ou des gros trucs qu'il y a eu, c'est souvent quand j'ai voulu aller trop vite. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant, mais notamment, on en parlait avant, parce que d'avoir quelqu'un qui montre un peu comment faire les choses bien, ça permet aussi de voilà. Et je pense que voilà, chacun, on se tire vers le bon côté de nos personnalités, quoi. Après, il y a la volonté de faire bien, de faire un peu durable pour longtemps. Ça me paralyse parce que je trouve le chantier trop gros, parce que j'ai envie de faire un truc bien et je m'y mets jamais. Par contre, Vincent va enclencher le truc un peu, peut-être un peu dans l'urgence, un peu en me bousculant, mais et en fait, je me rends compte que c'était pas une si grosse montagne que ça, qu'on peut faire un peu moins bien que ce que j'avais imaginé. Et en 3 jours, c'est fait. Alors T'as un exemple ? C'est vraiment des trucs très, très quotidiens ou des chantiers que je procrastine un peu parce que ça me fait un peu peur ou je les imagine trop gros et lui il prend le truc à bras le corps. C'est du style ce que vous avez fait sur le déplacement du tunnel, par exemple, ou... C'est un peu un exemple, parce qu'on en parlait depuis quelques temps. C'était un peu un serpent de mer, c'est-à-dire qu'on disait ça pourrait être bien quand même de déplacer ce bâtiment. Et en fait, il y a eu un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'il y a eu une alerte orange, grosse pluie, donc la moitié du bâtiment... C'était en octobre-novembre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Moitié du bâtiment est tombée. C'est vrai que moi, je suis arrivé à la ferme en me disant, cool, c'est l'occasion, de toute façon maintenant on n'a plus le choix. Et en fait, moi, c'est pas que j'étais content du truc, mais j'avais envie de rentrer dedans à fond, quoi. Moi j'étais défait ce jour-là. J'avais pas du tout envisagé ce verre d'eau aussi plein que Vincent. Je voyais aussi les contraintes, c'est pour ça qu'on n'avançait pas à ce moment-là, c'est que c'est des chantiers qui sont un peu longs, à durée indéterminée, on sait pas trop dans quoi on se lance, on a la saison d'après qui démarre, donc c'est toujours un peu délicat, et puis on avait, ça faisait quand même 5 saisons qu'on enchaînait, c'était une période un peu où on est censé se reposer, on était un peu fatigués tous les deux de fin de saison, on avait fait quand même beaucoup de chantiers, donc effectivement s'il n'y avait pas eu ce petit kicker, je pense qu'on aurait attendu au moins un an de plus, alors qu'en fait on en avait besoin, et ça nous a demandé un gros effort, parce que ça a été beaucoup de travail, un peu de stress, parce que les trucs n'arrivent pas, les matériaux, ouais. Le gars qui doit nous aider à monter il répond plus, les mises bas qui commencent, ça a généré quand même une dose importante, un peu de stress, mais maintenant que c'est fait, on est content que ça soit derrière, et on est content d'utiliser un outil beaucoup plus agréable, on s'en rend même plus compte, parce qu'on se dit que maintenant c'est comme ça et que ça a toujours été là, mais de temps en temps quand on regarde dans le rétro et qu'on voit dans les conditions dans lesquelles on était un an auparavant, on se dit que c'est super chouette. Est-ce que, Dimitri, t'as appris des choses sur toi en travaillant avec Vincent ? Ouais, il y a un petit côté rien n'est impossible que j'ignorais et qui, c'est vrai que maintenant j'aborde peut-être les choses avec plus d'optimisme parce que on a réussi un peu notre pari et que voilà, j'ai peut-être une tendance de fond un peu plus pessimiste que Vincent. Typiquement, je m'en rendais pas forcément compte. La capacité individuelle et collective à surmonter des obstacles, je l'ai un peu appris avec lui. À l'inverse, est-ce que toi, t'as appris un truc sur toi ? Tout à l'heure, tu parlais du fait que parfois, t'étais trop agressif, donc ça, on en a un peu parlé. Mais... J'allais quand même venir un tout petit peu sur ce sujet. Quand je disais agressif, c'était plutôt avec des gens extérieurs à la ferme qui potentiellement le sont un peu avec nous et auxquels effectivement j'ai du mal moi de temps en temps à juste ne rien dire et voilà, des fois même s'il faudrait, je le fais pas. Mais c'est plus moi dans ma manière de communiquer avec les autres, les gens notamment avec qui je travaille. J'ai tendance à être un peu impatient. Voilà, même très impatient en fait. Et j'ai du mal quand j'ai une pensée, à pas vouloir tout de suite en discuter, avoir une réponse, remettre ça à plus tard. C'est compliqué pour moi. C'est un truc dans lequel je me suis aperçu que en fait j'étais comme ça, alors que je le savais pas spécialement avant. Et en fait, c'est vrai que de temps en temps, je m'aperçois que c'est désagréable pour les autres parce que ils sont en train de faire autre chose, et ils ont d'autres choses en tête. Et toi, tu viens les bousculer avec ton problème à toi, et tu rentres dans leur et ça peut être un peu agressif en fait, même si c'est pas une volonté agressive.
c'est une forme un peu d'agression. Donc je le sais, en le sachant, je fais des efforts et même si des fois je vais quand même me demander ma question ou je m'attends plus à une réponse immédiate, je suis beaucoup plus souple là-dessus. Après c'est juste que des fois plutôt que moi de garder un sujet en tête, je préfère l'écrire et passer à autre chose. Mais je me suis en tout cas beaucoup assoupli, en tout cas dans mes attentes d'immédiateté de la décision, de la réponse, du point de vue. Voilà. Ça a un peu changé ma manière d'envisager les choses. Est-ce que ça vous arrive de ne pas être d'accord sur une manière de gérer quelque chose ? Alors, on a parlé du tunnel tout à l'heure, au-delà du côté quand faire les choses, et est-ce qu'il y a des moments où vous avez des moments de tension, ou est-ce que vous avez plutôt une relation globalement sereine ? J'ai rencontré tout jusqu'à maintenant, j'ai eu des gens qui m'ont dit on s'engueule jamais, et j'ai eu des gens qui m'ont dit quand on s'engueule, on part en claquant les portes des voitures. Donc j'ai vraiment eu de tout. Vous êtes où là-dessus sur le spectre ? Probablement entre les deux. Ouais, on est un peu entre les deux. On s'est déjà engueulé. Là, ça fait un peu longtemps que c'est pas arrivé parce qu'on laisse aussi. Moi, je laisse aussi un peu les trucs couler. Il y a des choses que j'aurais pas fait comme ça, et puis il a fait comme ça, et s'il y a des conséquences, ce sera pas très grave. Et voilà. Donc, en tout cas, je prends un peu sur moi pour pas lever à chaque fois un problème, un mini problème, et mettre l'autre mal à l'aise ou en porte-à-faux parce qu'il a pris une décision sans en parler. Ça arrive de temps en temps, mais on n'a pas souvent la portière sous la main pour la claquer. Non, mais je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours, même souvent pas le même avis sur les choses à faire, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, que ce soit des détails ou des grandes orientations pour la ferme. Des fois on est d'accord, des fois on ne l'est pas. Sur le mode de prise de décision, ce qui finalement se fait depuis le début, c'est que quand on n'est pas d'accord, en général, on ne décide pas. Le temps fait évoluer ou pas la décision. Généralement, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que soit l'un ou l'autre, finalement, c'est pas un sujet si important pour lui et il lâche, ou alors chacun change de point de vue, ou alors il y a des éléments nouveaux qui font que la décision est plus facile à prendre. Et après, c'est pareil sur ce que disait Dimitri, de prendre un peu sur lui. Alors moi, je le sens déjà qu'il le fait. Je pense que je le fais un peu aussi. Puis surtout, on se connaît bien maintenant, c'est-à-dire qu'on connaît les qualités, les défauts de l'autre, là où il va pas être à l'aise par rapport à une décision, par rapport à une manière de parler, tout ça. Donc, on n'a plus besoin. On s'est quand même suffisamment dit les choses. C'est toujours utile de communiquer. Hein. On risque de se redire à chaque fois les mêmes choses, en fait. Donc, on le sait. Il n'y a plus besoin forcément de répéter. Et des fois, on se dit, bon, bah oui, bah ça, on l'a déjà dit. On ne voit pas les choses de la même manière. C'est comme ça. Voilà. J'avais demandé, est-ce que le fait que vous soyez amis avant, ça change quelque chose dans la manière dont vous travaillez ensemble, ou ça aurait été pareil au final ? J'ai du mal à me souvenir de la vie avant qu'on travaille ensemble. Marrant, on se rend compte, c'est pas que c'était des relations un peu superficielles, mais on se voyait que dans les bons moments, pas de raison de trop se prendre la tête. Et puis ça a été un rouleau compresseur, la ferme, c'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment sur un projet très prenant où on prend beaucoup de décisions ensemble. Donc l'amitié d'avant, oui, elle compte. Il y a aussi le fait qu'on ait toute une sphère d'amis en commun qui fait que ça nous lie aussi. On est un peu au centre d'attente où les copains nous prennent comme un couple, quoi, avec son projet, et du coup il y a ça à faire vivre, quoi. Socialement, ça nous porte un peu aussi. Puis bon, après je le vois dans les relations qu'on noue qui sont assez fortes, même avec nos salariés, parce que on bosse beaucoup ensemble, c'est 7 ou 8 heures par jour. J'essaye d'avoir avec eux la même écoute et de travailler avec la même intelligence qu'avec Vincent, quoi. Même s'il n'y a pas une amitié à gâcher ou plus que ça, il y a quand même des relations de travail qui sont importantes, et puis on veut bien s'entendre, on veut que la saison se passe bien, donc moi j'essaye d'avoir sans parler de l'amitié avant, c'est une relation humaine bien, quoi. Une bonne qualité d'échange. Voilà. Ouais. Moi, je voulais rajouter le fait qu'on soit potes avant, même si on est principalement associés, mais on a une forme encore d'amitié, parce que finalement, moi, quand j'invite des copains à moi, Dimitri les connaît. Quand Dimitri invite des copains, moi, je les connais aussi. Enfin, ça fait autour de la ferme aussi toute une ambiance de groupe qui serait peut-être pas du tout la même si on s'était pas connus avant et que on n'avait pas déjà chacun les 10 personnes principales de nos réseaux que l'autre connaissait. Donc du coup, je sais pas, quand j'invite des copains ici, ils vont se sentir tout de suite bien et ils sont contents de voir Dimitri et inversement. Donc ça, c'est quand même très chouette. Et juste pour revenir sur le point d'avant, sur les différences de décision un peu, c'est même admis à la ferme avec nos salariés et tout ça que de temps en temps, on va donner des indications ou des ordres vraiment contradictoires ou pas les mêmes. Et au début, moi, je leur explique même à l'avance que ça va être comme ça, que des fois, Dimitri va dire un truc, moi je vais dire un autre truc, et que probablement on va pas se mettre d'accord.
et que probablement on va pas revenir, on va pas en rediscuter entre nous et que ça sera comme ça et que il faut qu'ils fassent avec et des fois faut qu'ils choisissent leur camp. Qu'ils choisissent leur camp d'une certaine manière et que par exemple si finalement ils font pas comme j'ai dit parce que Dimitri leur a dit de faire comme ça. Alors moi du coup évidemment je vais pas le prendre mal. De temps en temps ils sont au courant que ils sont managés ou gérés par un duo qui est pas toujours d'accord, qui passe pas sa vie non plus sur tous les détails à se mettre d'équerre quoi, et que de temps en temps y en a un qui va dire faut mettre à gauche, l'autre qui va dire faut mettre à droite, et ils le savent et des fois ils font un peu comme ils peuvent. C'est hyper intéressant parce que je pense que c'est assez je dirais pas que c'est rare, mais c'est pas banal comme mode de fonctionnement. C'est assumé en fait, parce que sinon on s'en sort pas quoi. Comme on n'est pas sur les détails, personne ne voit exactement les choses comme une autre. Donc de temps en temps il faut quand même qu'on se mette d'accord quand il y a des choses où c'est trop gênant parce que les gens savent plus quoi faire, des points où moi je vais dire quelque chose, Dimitri est pas à l'aise vraiment dessus, donc il y a des fois où quand même mais si c'est des trucs un peu light ou alors où on est prêt à lâcher, c'est en général comme ça que ça finit. Aujourd'hui, on est rejoint par Maëlys. Maëlys, je vais te laisser la place devant le micro. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Et ensuite, tu poseras une question à Dimitri et à Vincent. Et bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Maëlys. Je suis agronome de formation comme Dimitri et Vincent, c'est-à-dire il y a très longtemps. Mais la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est sur leur fonctionnement. Savoir, selon vous, qu'est-ce qui fait que votre modèle d'association marche, pas du point de vue agronomique, mais du point de vue humain. Et est-ce que c'est transférable? Quels pourraient être en fait les critères pour se trouver un associé et pour que ça fonctionne? Faut qu'on ait des objectifs communs quoi. L'objectif commun, là, en résumé, c'est d'avoir un boulot qu'on kiffe, viable, où on arrive à gagner notre vie et avec du temps de loisir aussi parce qu'on y a goûté dans notre vie d'avant et ce serait compliqué d'y renoncer pour nos vies de famille et socialement. Et voilà, puis ensuite, un peu des qualités humaines, le goût du travail en collectif. Voilà. Ça, c'est les grands objectifs. Et puis, je pense que sur ces sujets-là, comme l'a dit Vincent, on ne faut pas vouloir à tout prix tout maîtriser et savoir déléguer, savoir renoncer à telle chose qui n'est pas faite exactement à son goût. C'est pas très grave en fait. Si on s'accroche à tous les petits détails, on n'en finit plus. Et effectivement, c'est insupportable pour l'autre associé, c'est insupportable pour les salariés. On sait très bien que les salariés, ils ne feront pas aussi bien que moi sur tel truc que j'estime faire à la perfection, alors que c'est pas forcément vrai. Enfin bref, il y a un petit côté où il faut laisser son ego de côté et croire qu'on a toujours raison et toujours la bonne méthode pour laisser un peu courir les choses et que les gens, le salarié ou l'associé, le découvre un peu lui-même ou me fasse comprendre qu'à un moment en fait j'étais dans l'erreur ou quoi. Donc il y a un peu de lâcher prise sur la ferme c'est mon bébé ou c'est mon projet et j'en suis le seul maître. Voilà, c'est un état d'esprit qu'il faut pas avoir parce que ça frotte de partout avec tout le monde. Et après, moi, sur les aspects un peu plus de process, il faut trouver le bon équilibre en fait entre la communication, c'est-à-dire se dire les choses quand il y a besoin, et aussi des fois pas trop de communication, c'est-à-dire que pas passer notre vie à devoir se mettre d'accord sur tous les sujets et puis se dire tout le temps. De temps en temps, effectivement, il faut prendre sur soi, faut avaler un peu un reproche qu'on a envie de faire. Il faut laisser le temps, il faut attendre que ce soit le bon moment aussi pour dire les choses et pas un moment où tout le monde est en stress, tout le monde est fatigué. Enfin, il y a une manière de communiquer aussi qui peut être plus apaisée, plus dans la construction, dans le ressenti apaisé que dans le stress. Et ça, en fait, il faut en prendre conscience petit à petit, même si ça suffit pas, parce que des fois, il y a une réflexion qui sort au mauvais moment, parce que on est humain, quoi. Mais il faut aussi avoir conscience que la relation, ça c'est très vrai dans un couple aussi de la vie quoi. La relation a une valeur en soi, il faut l'entretenir, il faut la chérir un peu et ça passe par faire attention à l'autre, à la manière dont on lui parle, à la manière quand on lui parle, qu'est-ce qu'on lui dit. On ne peut pas tout maîtriser mais si au moins on a conscience un peu de ça, on arrive quand même à éviter les gros écueils. Et ça nécessite quand même un peu de prise de recul sur les choses. Donc des fois aussi en discuter avec des gens à l'extérieur qui permettent de ne pas être tout seul dans ses problèmes, pouvoir des fois en discuter avec les autres, faire retomber la pression, avoir des avis extérieurs et pouvoir éventuellement revenir vers son associé avec quelque chose qui est réfléchi, constructif, en ayant pris d'abord le point de vue de l'autre, avec un peu d'empathie. Enfin, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est hyper important. J'en avais pas conscience complètement au début, mais qui, au fil du temps, est devenu vraiment une évidence. Des fois, c'est raté, mais quand même, quand on essaye, c'est mieux.
Merci Maëlys, c'était une super question. C'est quoi la plus grande qualité de Vincent pour toi ? Son optimisme et son volontarisme. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour Dimitri ? Je dirais quand même le lien qu'il arrive à créer, amical et sympa, que ce soit dans le cadre du travail avec les salariés et un peu extra travail avec l'ensemble des gens avec qui qu'on fréquente un peu dans le cadre de la ferme, mais aussi de manière amicale, que ce soit nos partenaires commerciaux ou nos copains, les voisins, tout ça, d'arriver à générer un espace de vie, parce que c'est aussi un lieu de vie en fait, la ferme. Il y a une maison collective, il y a des fêtes et en fait il est très moteur là-dessus et je le remercie beaucoup parce que on fait des fêtes, voilà, Dimitri il fait le DJ, l'animateur, le machin, le truc, il a tout un réseau des gens et en fait ça c'est trop chouette et c'est extra boulot. Mais ça, en fait, ça, pour moi, c'est une très grande partie de l'intérêt aussi de toute cette aventure, c'est que ça ne se cantonne pas juste à est-ce qu'on arrive à bien vendre nos fromages et nos œufs, mais est-ce que, et au-delà juste de l'ambiance aussi de travail, est-ce que on génère autour de nous un truc où les gens ont envie de venir nous voir, les gens aiment bien être avec nous et aiment bien tout cet environnement. Et je pense que c'est aussi un succès pour lequel aussi les gens aiment bien venir même travailler avec nous. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu dirais au Dimitri d'avant la ferme avec Vincent ? Si tu pouvais lui donner 2-3 tips. Imagine qu'il y a un jeune gars comme Dimitri il y a 6 ans qui se pose des questions, qui est en train de se dire « Allez, peut-être que je vais y aller, mais je sais pas, j'hésite et tout ». C'est quoi les informations qu'il faudrait qu'il ait qui pourraient l'aider ? Qu'il faut qu'on apprend beaucoup en faisant et en tentant. Il y avait plein de choses où je me disais oh là là, je sais pas faire et je me lancerai jamais là-dedans. Puis en fait, on met un doigt dedans et puis ça passe. Donc il faut un peu oser quoi, sans être un entrepreneur forcené. C'est pas vraiment ma nature profonde, mais on se surprend un peu à devenir bon et même à prendre goût à des choses au départ qu'on maîtrisait pas et qu'on pensait jamais aimer quoi. T'as une chose en tête quand tu parles de ça ? Il y a le bricolage en général, il y a l'organisation d'un chantier, c'est des trucs tout bêtes mais qui s'apprennent nulle part quoi. Un peu de gérer une équipe, il y a peut-être des écoles de management mais j'en ai pas fait alors. Mais d'organiser le travail dans le temps, d'être un peu leader sans être sans le côté patron forcément à donner des ordres mais à entraîner les gens et à organiser le travail pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit pas redondant et que à la fin soit efficient. Ça c'est un truc qui me dépassait carrément, je l'avais jamais expérimenté, j'avais été ingénieur d'études avant donc j'avais pas spécialement de management à faire mais voilà, ce côté organisation, planification du travail c'est assez intéressant et excitant et c'est un truc que je savais pas du tout faire avant de me lancer dans le projet quoi. J'ai un peu le même type de réponse, c'est-à-dire que c'est plus de pas céder à ses angoisses et à ses doutes parce que c'est vite arrivé de baisser les bras, de croire que c'est pas possible parce que c'est souvent un peu l'impression que les choses peuvent donner. Bon, même si je pense qu'on n'était pas si mal placé pour ça, pas comme si avant on n'avait aucune notion là-dessus, mais je conforterais, on va dire, si vous pouvez y arriver quoi. On arrive presque à la fin. Avant que je vous pose la dernière question qui est le passage de relais, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler, dont on n'a pas parlé aujourd'hui ? Je pose la question parce que maintenant, en général, j'appuie sur stop et là les gens commencent à me raconter plein de trucs et je suis frustrée en fait. Donc, Non, après, peut-être, moi, s'il y a peut-être un point, c'est peut-être plutôt sur l'avenir, le futur. En gros, quand on démarre un projet comme ça, alors c'est un peu cadré par les demandes de subventions qu'on a et tout ça, mais on s'engage de manière vraiment précise sur un horizon de 5-7 ans, quoi. Ça, on nous demande sur la DJA, c'est une subvention qu'on demande et qu'on peut obtenir pour nous aider à nous installer. On nous demande un plan sur 5 ans de développement, que ce soit sur ce qu'on va faire, ce qu'on va dépenser et ce qu'on va gagner. Donc en général, on démarre le projet avec ça. Et ensuite, 5 ans après, en général, chacun a cheminé. On peut avoir des vies qui ont un peu évolué, des aspirations qui ont évolué. On en est un peu là, ça fait 5 ans. C'est de temps en temps de devoir faire des points pour remettre un peu de perspective dans ce qu'on fait et de reprendre un peu à la base, à l'essence de est-ce qu'on est satisfait par ce qu'on a fait ? Est-ce que nos projets de vie sont toujours OK avec... Est-ce qu'on repart sur 15 ans ? Est-ce qu'on repart sur 5 ans ? Est-ce qu'on reste à 2 ? Est-ce qu'on passe à 3 ? Est-ce qu'on passe à 4 ? On va sortir un peu la tête de l'eau là. On a un peu fini les gros chantiers initiaux. Mais ça va être un peu ça aussi. Je pense un chantier à venir, c'est de nous remettre des perspectives à court, moyen et long terme qui soient cohérentes avec là où on en est aujourd'hui. Qui est évidemment
forcément très différent d'il y a 7 ans, parce que la vie évolue et parce que nous, on a évolué aussi avec ce projet. Effectivement, il faut re-questionner de temps en temps le projet. Et ça fait un moment d'ailleurs qu'on ne l'a pas fait. Il faudra qu'on se redonne un peu un horizon, quoi, parce que c'est le moteur un peu de l'énergie. Si on est reparti à 10 ans faire toujours ça, est-ce que ce sera aussi désirable que les 5 premières années, quoi. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un binôme, puisque le thème du podcast, on est sur la collaboration humaine, est-ce qu'il y a un binôme auquel vous pensez? Est-ce que vous avez des choses comme ça qui vous viennent en tête, où vous aimeriez passer le relais en parlant d'autres collaborations que la vôtre? Moi, je pense à un couple qui sont des partenaires de la ferme et des amis qui tiennent une épicerie bio à Quissac. Et je pense que ça peut être très intéressant parce qu'ils ont repris cette épicerie bio il y a quelques années. Donc, ils travaillent en couple, ils ont des enfants en bas âge, ils ont une vie sociale quand même très, très intense aussi. Et je pense que c'est un autre équilibre, un autre fonctionnement. Il s'appelle comment? Et ils s'appellent Lucas et Elisa. Tri. L'épicerie s'appelle l'Étoile Bio. Ok, c'est noté, je vais les contacter. Eh bien parfait, on va s'arrêter là. Alors merci infiniment pour votre accueil aujourd'hui. J'étais très contente de vous revoir puisqu'on se connaît depuis très longtemps, mais ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu aussi. Et merci pour m'avoir fait visiter la ferme, pour nous avoir raconté votre histoire. Et je vous souhaite une belle continuation à tous les deux. Écoute, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, pour l'accompagner, je vous propose 2 recommandations. La première ne devrait pas vous surprendre. C'est le discours des agros qui bifurquent à la remise des diplômes de AgroParisTech en novembre 2022. Ce discours a eu lieu après la décision de Vincent et Dimitri de quitter le monde du travail classique pour monter leur ferme. Pour autant, au vu du retentissement qu'il a eu dans les médias, il me semble que c'est la recommandation absolument parfaite pour accompagner l'épisode d'aujourd'hui. Musicalement maintenant, je vais vous proposer un autre duo. C'est le duo de Charlie Winston et Vianney qui ont fait un morceau qui s'appelle Shifting Paradigms. Je le prononce peut-être pas très bien, mais en tout cas c'est un morceau que j'aime beaucoup et encore une fois, ça parle de changer de paradigme. Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit. Pour le soutenir, c'est simple, vous vous abonnez et vous parlez de ce podcast à d'autres gens autour de vous qui ne le connaissent pas. Merci à Héloïse Dorizuru pour le logo et à Stella Jong pour l'accompagnement musical. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines, donc je vous retrouve le lundi 2 juin pour un prochain épisode pendant lequel on va faire de la musique. À bientôt!